Bonjour à tous. Bienvenue donc à ce webinaire organisé par le service scientifique du Consulat général de France à San Francisco. Moi, je suis Frédéric Young, je suis le consul général et avec l'équipe du consulat, Jean-Baptiste Borde et Héloïse Pajot, qui sont donc dans ce séminaire avec nous, nous vous proposons aujourd'hui une discussion avec 4 scientifiques français de la circonscription sur la thématique de la recherche de médicaments contre le coronavirus. Alors, on parle aujourd'hui beaucoup de vaccins, des développements de stratégies vaccinales, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, pour prévenir évidemment les cas graves de Covid-19. Mais la question que nous posons aujourd'hui, c'est qu'en est-il des traitements? Où en sommes-nous donc de ces traitements? Et donc pour répondre à ces questions, nous avons avec nous 4 scientifiques, 4 intervenants comme je le disais, et je propose que chacun d'eux commence par se présenter brièvement. Lisiena. Alors, moi, je suis Lisiena Izenaj, je suis postdoctorante à l'Université de San Francisco et je travaille directement avec le virus pour comprendre comment différents patients réagissent au coronavirus. Merci beaucoup. Mehdi. Bonjour, je suis Mehdi Bouhaddou et je suis postdoc à l'Université de Californie à San Francisco et je travaille sur le cancer et aussi le Covid. Entendu, merci beaucoup. Alors Romain, maintenant qu'on a déjà eu plusieurs fois avec nous. Bonsoir à tous. Romain Piracchio, je suis professeur de réanimation, d'anesthésie et de biostatistique à l'Université de San Francisco et je travaille directement notamment dans l'unité de réanimation Covid à UCSF. Merci beaucoup. Et donc Julien. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Julien Mamet, docteur en biologie moléculaire et cellulaire et entrepreneur. Je ne travaille pas directement sur le Covid, mais j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine du développement de médicaments. Formidable, merci infiniment. Je propose que Jean-Baptiste et Héloïse du service scientifique se présentent également brièvement. Jean-Baptiste. Bonjour, je suis Jean-Baptiste Borne, je suis l'attaché sciences et technologies au Consulat de France à San Francisco. Merci infiniment. Et Héloïse qui a organisé cette session. Oui, bonjour. Et donc Héloïse Pajot, je suis l'adjointe à Jean-Baptiste pour le service pour la science et la technologie au Consulat de San Francisco. Merci beaucoup à tous pour cette brève présentation. Je propose qu'on, sans plus tarder, on commence directement cette conversation donc, sur la thématique des médicaments contre le coronavirus, qu'on commence directement la discussion. Je vais d'abord poser une série de questions pour lancer un peu l'échange. Et vous, spectateurs, aurez l'occasion ensuite, dans un deuxième temps, de poser des questions également à nos 4 scientifiques. Alors, la première question que je voulais poser, c'est finalement, alors qu'on parle de vaccin ou qu'on parle de traitement, qu'est-ce qui est le plus efficace entre les deux? Mehdi, peut-être? Oui. Donc, regarde, je pense que les deux sont très importants. Je pense qu'il faut vacciner la plupart de la population qu'on peut. Alors, il faut avoir au moins 80% de la population qui sont vaccinés. Mais en même temps, il va toujours avoir de la population qui ne sont pas vaccinés. Donc, pour ça, il faut avoir des traitements. Alors, nous, on travaille sur des traitements qui se dirigent directement aux protéines du corps. Alors, les protéines que le virus a besoin pour se reproduire dans le corps humain. Et ce travail est efficace parce que c'est plus efficace contre les virus qui évoluent, qui changent avec le temps. Tu vois, on commence à voir les variants qui commencent à émerger et ces traitements qui attaquent les protéines que nous avons dans nos cellules seront plus efficaces, on pense, contre ces variants. Alors, on a étudié ça avec Aplidine, je pense qu'on va parler un peu plus tard. Et ça, c'était efficace contre le variant et aussi le virus original. Alors, je pense qu'on a besoin des deux pour les gens qui ne sont pas vaccinés et aussi pour les gens qui ont une réaction très sévère à COVID. D'accord, intéressant. Mais alors du coup, on parle de chloroquine, on parle de remdesivir, vous évoquiez l'apidine. Lequel, donc ça fait quelques mois maintenant qu'on parle de tous ces différents traitements possibles. Est-ce qu'il marche vraiment? Est-ce qu'on a une étude qui nous dit que l'un ou l'autre marche ou ne marche pas? Est-ce que Lisiena peut-être sur cet élément-là? Oui. Alors, en fait, c'est que tous ces médicaments, au début, quand on les a testés, ils ont marché. Mais ça dépend du modèle qu'on a utilisé pour les tester. Donc, en science, en fait, on commence par utiliser d'abord un modèle cellulaire et ensuite, on va tester ça dans l'organisme. Là, il s'agit d'un virus qui est nouveau.
on ne connaît pas, il n'infecte pas la souris. Donc, il fallait qu'on teste ça d'abord sur des modèles cellulaires. Et donc, par exemple, je vais prendre l'exemple de hydroxychloroquine qui a été testé à Marseille, qui a fait beaucoup de polémiques. Quand ils ont testé au début dans l'équipe de Didier Raoult, ils ont compris que en fait, ça marche, ça inhibe l'entrée du virus dans ces cellules-là. C'était des cellules qui s'appellent des cellules Véro. Quand ils ont testé chez l'humain, ils ont vu qu'il n'y avait pas d'effet statistique, ce n'était pas significatif que ça marche vraiment. Et en fait, après, parce que pendant tous ces mois-ci, on a travaillé sur les différents modèles qu'on a pour tester les médicaments qui vont être utilisés dans les infections des poumons et des comme on appelle les voies respiratoires. Donc, ils ont compris qu'en fait, c'est ce qu'ils ont vu, c'était correct, mais sauf que quand ils ont vu la chloroquine inhiber une protéase qui se trouve dans ces cellules-là, mais par contre, ça ne se trouve pas dans les poumons. Donc, du coup, c'est pour ça que ce n'était pas efficace. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est que là, il y a plein de médicaments qui ont été testés. Là, notamment dans l'équipe de Mehdi, il y a plein de potentiels target thérapeutiques et aussi des molécules qui peuvent être sorties sur le marché. Il faudra les tester. Après, ce qui s'utilise dans la clinique, moi, en tant que chercheur, je ne sais pas vraiment. Romain, il peut parler un peu plus. Robin ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Nina. Alors, effectivement, c'est un sujet qui est compliqué parce que on parle de quelque chose qui est très multidimensionnel. J'essaie de m'expliquer. La première dimension qui est très importante, c'est le temps. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que on est dans une maladie dans laquelle l'infection apparaît à un certain temps. Le virus va commencer très rapidement à se répliquer, à se développer, et on n'est pas encore ou très peu symptomatique. Et donc, le moment où on fait le diagnostic parce qu'on a des symptômes, et encore plus le moment où on devient malade gravement, on est déjà quelques jours après le début de cette phase où le virus a commencé à se répliquer et où il a généré une réaction du corps. Alors, ça, c'est une première dimension. La deuxième dimension, c'est la sévérité. Et c'est de ces deux dimensions-là qui sont à prendre en compte pour choisir un traitement. Alors, si on a une forme qui est peu sévère, voire pas sévère, bah, c'est très simple, c'est comme une grippe pas sévère, on reste à la maison et on prend quelque chose pour faire baisser la fièvre ou pour faire baisser les douleurs. La thématique commence à être beaucoup plus importante quand on a une forme qui est un peu plus sévère, voire très sévère. Et le problème, c'est qu'entre un peu plus sévère et très sévère, cette dimension du temps intervient, puisqu'il faut du temps pour devenir très sévère. Et donc, les traitements potentiels sont pour la plupart effectifs à la phase précoce et donc à la phase où on n'est pas encore sévère parce qu'on n'a pas encore eu le temps de devenir sévère. Et donc, quand on est à cette phase précoce avec des symptômes existants, mais pas encore de grande sévérité, alors on a une chance de pouvoir bloquer très fort ce qui se passe, à la fois sur la partie réplication du virus et à la fois sur la partie réponse de ce qu'on appelle l'hôte, c'est-à-dire le corps. Et donc là, il y a deux grandes choses qu'on peut proposer à ce moment-là, qui sont des médicaments que Mehdi sûrement développe, qui ont pour objectif d'empêcher que le virus rentre, qui se réplique dans la cellule et qui fasse des petits, en fait. Et puis, il y a un autre grand groupe de médicaments qui consiste à moduler la réponse du malade face au virus et donc à empêcher qu'il y ait une trop grosse réaction immunitaire ou inflammatoire. Et puis ensuite, autour de ça, il y a la même chose finalement que pour la grippe, c'est-à-dire traiter symptomatiquement les expressions, sauf que c'est plus grave. Donc, si on n'a pas d'assez d'oxygène, on donne de l'oxygène, et puis on va traiter les symptômes de manière symptomatique. Le problème, c'est que quand on rentre dans la dernière phase, qui est la phase complexe, grave, et qui a nécessité du temps, on est souvent trop tard pour agir en empêchant la réplication du virus et même pour bloquer la réaction immunitaire ou la réaction inflammatoire du corps. Et là, on en est rendu en réanimation, c'est ce que je traite moi, à des traitements qui sont finalement assez symptomatiques parce qu'on est un peu tard déjà dans la phase d'évolution. Voilà. Intéressant. Donc, l'identification de la maladie est importante pour utiliser dans un stage très, très précoce et importante pour utiliser le bon traitement. Alors, Romain, vous évoquez les différentes familles de traitements. Julien, peut-être, quelles sont les méthodologies possibles pour essayer d'identifier en ce moment un nouveau traitement ? Alors, de manière générale, les méthodologies, en gros, elles s'appliquent à peu près à toutes les maladies. Après, pour le Covid en particulier,
Il y a plusieurs approches. Une des approches, c'est ce qui a commencé à être décrit, c'est en fait d'essayer de tester les médicaments qui existent déjà, qui sont connus pour être efficaces sur des virus plus ou moins lointains du SARS-CoV-2. Et ça a un énorme avantage, c'est que les médicaments existent, on sait les produire, on sait où les trouver, on connaît leurs doses, on connaît les doses qui produisent de l'effet. Donc, on peut les tester directement en clinique. Donc, ça, c'est effectivement une des approches. Après, il y a des approches qui sont un peu plus, on va dire, en amont. Une de ces approches, c'est ce qu'on appelle le screening de bibliothèques de composés. Il y a des tas de bibliothèques de composés qui existent, soit des composés qui viennent d'organismes marins, d'organismes vénéneux, ou qui sont faits de manière artificielle chimiquement, qu'on va tester contre effectivement le virus. Et il y a aussi là une application on va dire, in silico avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, où là, ça va être encore beaucoup plus rapide. On va essayer de prédire des interactions de molécules avec le virus. Et puis, il y a une dernière étape qui est plus classique, qui est effectivement l'étape où on va de novo complètement essayer de trouver un nouveau médicament antiviral ou autre, en partant vraiment de la base de la biologie du virus. C'est quelque chose qui va essayer de traiter ce virus-là directement. En gros, les aspects principaux. Intéressant. Alors, Lizina, du coup, on a évoqué quelques molécules tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des nouvelles molécules qui sont en train d'être identifiées? Est-ce qu'on a des nouvelles pistes? Alors, des nouvelles molécules, il y en a tous les jours. Donc, il y a une liste à peu près de... Je regardais juste là tout à l'heure pour voir, d'être un peu au point sur la recherche. Il y a à peu près 40 ou 50 qui sont en phase clinique 3, qui sont 2 ou 3 qui sont en train d'être testés. Est-ce que ça sert à quelque chose de parler d'un médicament si on n'est pas sûr? Moi, en tant que scientifique, j'ai envie de voir mes données, de voir qu'il y a des différences statistiques pour dire, bon voilà, vous pouvez utiliser ça. Parce qu'en fait, ce qui est problématique un peu en ce moment, c'est que dès qu'on dit quelque chose, même si on dit, ça peut-être guérir le Covid, en fait, les gens pensent que ça va guérir le Covid. Donc, du coup, le lendemain, ils vont dans la pharmacie ou je ne sais pas, ils vont trouver un moyen pour trouver le traitement. Donc, moi, je ne peux pas parler de ça parce que pour l'instant, il n'y a pas d'autres molécules. De ce que j'aimerais bien parler aussi, c'est les anticorps monoclonaux. Donc, ce qu'on parle de immunothérapie, ça c'est très intéressant, c'est très développé en Californie surtout. Ça commence en France. Moi, j'ai fait ma thèse au Centre d'immunologie de Marseille. Et ils font partie de cette grande immunopole, Marseille Immunopole. Et j'avais vu qu'il y a un anticorps monoclonal de Innate Pharma qui est en phase clinique et qui paraît, ça donne des données prometteuses. Donc en fait, à part les antiviraux où ce qu'on connaît déjà, c'est beaucoup plus facile, la vaccination, il y a aussi la thérapie cellulaire. Donc en fait, d'injecter des cellules qui sont capables de tuer le virus ou les cellules infectés, et ça marche normalement, mais c'est très cher. Et aussi les anticorps monoclonaux qui vont inhiber l'inflammation ou vont booster le système immunitaire. Intéressant. Mais alors, voilà, vous évoquez des pistes qui sont prometteuses, mais j'ai envie de dire, finalement, les vaccins, le virus est apparu il y a maintenant 1 an. On a eu les premiers vaccins validés par les autorités sanitaires en décembre. Pourquoi, pour le médicament, pour le traitement, dont on pourrait penser que c'est plus simple, mais manifestement c'est une erreur, pourquoi c'est si long et si coûteux? Julien, peut-être? Simplement parce que l'équation à résoudre elle est très difficile, c'est-à-dire que ça a été évoqué par Romain, c'est-à-dire que la biologie, la pathologie, elle est complexe, ce virus est particulièrement complexe. Souvent, en règle générale, quand on essaie de traiter une pathologie, ce n'est pas un seul acteur moléculaire, c'est plusieurs acteurs moléculaires, plusieurs acteurs cellulaires, et souvent qui sont redondants, c'est-à-dire que si vous attaquez un de ces systèmes, il y en a un autre qui va prendre le pas, ou il y a des systèmes d'échappement. C'est un peu construit comme un avion, c'est-à-dire que s'il y a un système dans l'avion qui tombe en panne, il y a un deuxième système qui vient le remplacer. S'il tombe en panne, il y en a un troisième qui vient le remplacer. Donc, c'est construit un petit peu comme ça. Donc, c'est très difficile. Ça, c'est une partie de l'équation. L'autre partie, c'est qu'on a un médicament en règle générale, les médicaments sont capables de bloquer qu'une cible à la fois ou un petit nombre de cibles à la fois. Vous avez un système complexe d'un côté qui est redondant
et de l'autre côté, un outil qui peut être très puissant, mais qui est limité. Donc, en gros, c'est très difficile, a priori, d'arriver à prévoir si la stratégie thérapeutique, on va dire, sera dominante fonctionnellement chez le patient. Donc ça, cette capacité de prédire, c'est ce qui nous manque ou ce qui fait les choses vraiment difficiles. Après, pourquoi c'est long ou c'est coûteux? Parce qu'il faut en fait une armée de gens et avec des compétences, de très hautes compétences, pour développer les médicaments. Ça va de la recherche jusqu'à l'exécution d'essais cliniques, en passant par les gens qui font de la régulation, les chimistes, les gens qui vont créer les médicaments. Donc, vous avez besoin, en gros, de beaucoup de gens, beaucoup de volume, des compétences. Donc, tout ça, c'est du temps et de l'argent. Alors, merci beaucoup, Julien. Alors, encore une fois, pour dresser un peu le comparatif avec les vaccins, on voit que pour le développement de vaccins, il y a eu une alliance de petites startups, souvent avec des grands groupes pharma. Est-ce qu'on observe aussi, pour le développement des traitements, ce mélange entre les grands groupes pharmaceutiques, d'une part, et des petits labos, des petites startups qui travaillent ensemble? Mehdi? Oui, alors, à l'Université de Californie, San Francisco, on a commencé une grosse collaboration entre beaucoup de chercheurs à l'Université de Californie et, par exemple, à l'Institut Pasteur en France et aussi à Mount Sinai et à New York, avec Christophe Dampert et Olivier Schwartz. Et c'était très important pour nous d'avoir cette collaboration en place. Et tu vois, pour développer un médicament, ça prend longtemps, des fois ça prend 10 ans, 15 ans. Et on a arrivé à développer ces médicaments très rapidement à cause de cette collaboration très efficace. Et aussi, on a travaillé avec la compagnie PharmaMar pour développer le médicament qui s'appelle Aplidine. Et en travaillant avec cette compagnie, tu vois, on a reçu le médicament de la compagnie, on a travaillé avec eux très prochement pour comprendre les données, pour comprendre les expériences et tout ça. Donc, cette interaction était très importante et ils sont tous sur le papier. Tu vois, on a publié un papier ensemble avec la compagnie. Donc, on travaille tous ensemble très prochement et pour développer ces médicaments pour le COVID. Alors, pour nous, la collaboration était très, très importante pour nous pour avancer nos traitements. Intéressant. Alors, concrètement, on a des pistes qui existent. Romain décrivait à quel point ça pouvait être complexe d'avoir finalement un traitement qui arrive au bon moment, je dirais, du développement de la maladie. C'est quoi l'objectif, Romain? Est-ce que en termes de politique sanitaire, est-ce qu'on peut arriver à un médicament qui mène à un désengorgement complet des unités de réanimation, des hôpitaux? C'est ça l'objectif d'un traitement? Est-ce qu'on peut y arriver? Alors, bien entendu que d'avoir un traitement spécifique en plus de ce qu'on a actuellement, ça serait intéressant, mais je ne crois pas que ce soit la réponse principale. Pour une simple raison, c'est qu'encore une fois, on se heurte à cette temporalité et que quand les gens arrivent à un stade qui nécessite une hospitalisation et encore plus une hospitalisation en réanimation, ils sont souvent en dehors de la fenêtre d'accessibilité à des traitements spécifiques. Pour moi, le cœur de la stratégie à l'échelle de la santé publique, c'est la prévention de la transmission, ça c'est les gestes barrières, c'est la prévention de l'acquisition, ça c'est la vaccination, et c'est éventuellement les traitements qui sont des traitements qui permettraient de traiter très précocement les gens contacts. On a été en contact avec quelqu'un, il y a un cluster qui a été identifié, on peut traiter très très tôt, avant même les premiers symptômes, pour empêcher le développement du virus et la réaction qui en suit. Ensuite, pour ce qui est de l'impact d'un traitement à l'échelle de la tension que ça génère sur l'hôpital, c'est plus compliqué pour la bonne raison que les séjours à l'hôpital sont longs. Ils sont un peu plus courts qu'ils l'étaient au début de la pandémie, mais ils restent longs. Et maintenant, on sait qu'ils sont longs pour une raison qui n'est pas liée au virus. Ils sont longs du fait des complications liées à cette infection grave. Et donc, ces gens qui arrivent en réanimation avec une infection compliquée au SARS-CoV-2, ils vont faire des infections ensuite bactériennes des poumons, avec un taux qui est important. Ils vont faire des complications de type caillots dans les vaisseaux,
avec un taux qui est très important. Et donc, tout ça génère des surcomplications qui sont finalement assez dissociées de la maladie initiale, même s'ils en sont la cause. Et ce sont ces complications-là qui font que le système est engorgé pour longtemps. Et c'est ça qui interfère avec la capacité du système hospitalier à prendre en charge d'autres malades. Parce qu'évidemment, pour vous donner juste un exemple rapide, dans un service de réanimation standard, la durée moyenne d'hospitalisation, en fonction du type de réanimation, c'est entre 3 et 5 jours. Ça, c'est un service de réanimation standard. Pour le SARS-CoV-2, en fonction des unités, c'est entre 14 et 21 jours. Donc, ça vous donne un peu l'ampleur de la tension que ça peut mettre sur les unités de réanimation. Non, effectivement, du coup, on comprend l'engorgement et le regard attentif des autorités sanitaires sur le taux d'occupation des lits de réanimation et les projections dans le temps. C'est parfaitement clair. Je vois qu'il y a un certain nombre de questions qui sont déjà posées dans l'onglet questions-réponses. Pour tous ceux qui nous regardent, désormais, c'est à vous de poser les questions. Je vous invite à le faire dans l'onglet questions-réponses en dessous de façon écrite. Et Jean-Baptiste, qui est à l'écran, relaiera vos questions à nos 4 scientifiques. Jean-Baptiste, je te passe la parole. Oui, donc on a une première question que je vais adresser à Lisiana, qui est: est-ce qu'un médicament peut fonctionner chez un patient et ne pas fonctionner chez un autre? Oui, Lisiana, c'est à toi. Oui, tout à fait. C'est la même chose. Le virus peut infecter certaines personnes de manière très grave et certaines personnes ne les infectent pas, sont résistants à l'infection. D'ailleurs, mes travaux portent sur ça. En fait, nous, on utilise des organoïdes. Donc, c'est des organoïdes des poumons, c'est des mini-poumons qu'on fait pousser à partir des cellules souches des poumons, de donneurs d'organes. Et en fait, on est en train d'écrire le papier, donc du coup, c'est des résultats non publiés, mais je peux en parler parce que déjà, on est en écriture de papier. En fait, ce qu'on a vu, nous avons à peu près 27 mini-poumons différents. Donc, du coup, c'est que des cellules souches qu'on a reçues au départ et on les a poussées en utilisant le même cocktail, la même recette. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que de ces poumons, il y en a qui s'infectent, 12% des cellules sont infectées, il y a énormément de morts et on voit des poumons qui sont complètement résistants. La même chose, donc moi, de ce que je déduis, c'est qu'en fait, ce qu'on a vu, c'est que ces poumons-là expriment une mosaïque de gènes qui est différente d'un individu à l'autre. Donc, ce que je pense, c'est que vu qu'ils réagissent différemment à l'infection, c'est que normalement, il y a des médicaments qui marchent pour certaines personnes et qui ne marchent pas pour certaines personnes. Donc, du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en Californie, surtout, on parle de traitements personnalisés. Et d'ailleurs, les organoïdes sont très utilisés, ont commencé à être utilisés pour faire des thérapies personnalisées pour différentes maladies. Voilà, donc pour dire qu'en fait, oui, c'est ça. Et en fait, c'est possible de faire des traitements personnalisés, mais c'est très, très coûteux. Donc, il faudra combiner l'expertise d'un immunologiste ou d'un biologiste qui va faire pousser ces mini-organes ou cette modèle cellulaire qui est adapté et quelqu'un, par exemple, comme Mehdi, qui va venir avec son expertise de bioinformaticien, computational biology, ou biologie synthétique, on combine tous les deux et on peut faire un traitement personnalisé pour chaque personne. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est un peu cher. Merci beaucoup, Lisiana. On a une autre question d'un viewer que je vais poser à Romain, qui est la suivante. Dans l'hypothèse où je fais partie d'un groupe contact, comment puis-je avoir accès aux médicaments, Remdesivir ou autres? C'est une très bonne question. Alors, c'est une question qui a plusieurs facettes. La première facette, c'est faut-il traiter dans ce cas-là, et la deuxième facette, c'est s'il faut traiter, est-ce qu'on a des traitements disponibles? Alors, idéalement, on aimerait pouvoir traiter dans ces situations-là. Ce qu'on sait maintenant avec les traitements, en tout cas, qui sont disponibles et qui ont fait l'objet d'études cliniques, peut-être que les autres panélistes auront des informations que je n'ai pas sur des médicaments qui n'ont pas encore fait l'objet d'études cliniques. Mais sur les études cliniques, il n'y a actuellement pas de traitement, à ma connaissance, qui ait montré une efficacité substantielle chez les sujets contacts. Alors, la question de savoir si on pourrait étendre des médicaments qui ont pu montrer un bénéfice dans les phases précoces
au sujet contact, elle se heurte au problème du rapport risque-bénéfice. Il ne faut pas oublier que tout médicament est associé à un risque qui est parfois notable. Le remdesivir, puisque c'est celui qui a été évoqué, est un médicament qui a des effets secondaires qui sont loin d'être négligeables. Et donc, la balance entre le bénéfice de le donner potentiellement à des gens qui vont devenir infectés alors qu'on ne le sait pas encore et qu'on ne sait pas encore si ça va les empêcher de devenir infectés, et le risque qu'on sait auquel on va les exposer est plutôt en faveur de ne pas donner ces médicaments-là en cas d'exposition pour le moment, quand on n'a pas de symptômes. Voilà, donc c'est un travail d'exploration, enfin, de recherche qui est très intéressant, mais pour l'instant, on ne donne pas ces médicaments dans ces situations-là. Merci beaucoup, Romain. On avait une question aussi que je vais poser à Julien. Pour valider un traitement, le taux de succès doit-il être de 50% d'efficacité comme pour le vaccin? Puisque, en effet, je crois que pour l'OMS, pour valider un vaccin comme efficace, c'est 50%. Est-ce qu'il y a pour que ça passe les tests cliniques, est-ce qu'il y a un seuil comme ça fixe en général? Alors, pour les peut-être qu'il y a des panélistes qui en sont un peu plus que moi là, spécifiquement pour le Covid, mais pour un traitement en règle générale, non, pas forcément. C'est-à-dire qu'en fait, ça dépend d'autres paramètres. Ça dépend par exemple de la sûreté du médicament. S'il est très sûr, on peut l'utiliser s'il y a moins d'efficacité. En règle générale, aucun composé ou très peu marche sur 100% des gens. Donc, en gros, il y a toujours des personnes qui vont répondre et des personnes qui ne vont pas répondre. Donc, là, et puis je pense qu'également, ça dépendra du stade de la maladie, si c'est grave ou si c'est moyen ou si c'est léger. Si c'est grave et que le médicament est sûr, même s'il est moins sûr, à ce moment-là, on peut l'utiliser, même si on sait que ça peut fonctionner à moins de 50%. Donc non, la réponse à moins que les panélistes aient d'autres informations, je ne pense pas qu'il y ait on va dire de seuil comme 50% pour un traitement. Ok, merci beaucoup. Quel modèle utilise-t-on aujourd'hui pour étudier le Covid-19 en laboratoire? C'est une autre question que je vais attribuer à Lisiana. Oui, alors en laboratoire aujourd'hui, on utilise, comme je vous ai dit, c'est un virus qui n'infecte pas la souris de base. Donc du coup, on ne peut pas utiliser la souris directement, enfin, on n'a pas pu utiliser directement la souris au début. Donc en fait, là, ce qu'on utilise, on utilise les lignées cellulaires, surtout parce qu'on a plusieurs phases en fait dans l'étude du virus. Premièrement, il faut qu'on isole le virus et qu'on le fasse proliférer. Donc pour ça, on utilise des lignées cellulaires qu'on a déjà établies depuis des années, qu'on utilise pour des virus différents. Pour tester des médicaments, on utilise surtout des organoïdes aujourd'hui. Et en fait, on a commencé, pour comprendre la maladie, on a développé en tant que scientifique des souris qui sont des souris humanisées, qui expriment le récepteur de l'entrée du virus dans les cellules. Donc, c'est un récepteur qui est humain de base. On l'a modifié génétiquement, la souris, et on a fait qu'il exprime le récepteur de l'entrée. Donc, comme ça, on peut étudier quels sont les effets physiologiques dans un modèle qui nous ressemble. Ce n'est pas exactement la même chose, mais ça nous donne une bonne idée. On a vu aussi qu'il y a l'hamster qui s'infecte par le SARS-CoV-2. Et là, il y a des laboratoires qui commencent à faire des études sur l'hamster. C'est un peu plus difficile parce qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser ce modèle. Et en plus, on n'a pas les laboratoires adaptés. Donc, c'est des laboratoires qui sont très coûteux et parfois, il faut énormément de moyens pour les développer. Merci beaucoup, Lisiana. On a une autre question que je vais adresser à Mehdi. Le médicament détruit-il le virus ou ralentit-il simplement sa réplication? Alors, il y a différents types de médicaments. Celui qu'on étudie, en fait, ça réduit la réplication du virus. Donc, les virus ont besoin d'utiliser nos protéines pour se reproduire dans nos cellules. Par exemple, une protéine qui s'appelle ribosome. C'est une protéine que nous, on utilise pour faire des choses importantes pour nous dans nos cellules. Et le virus utilise ça pour elle-même. Donc, les médicaments bloquent l'interaction entre le virus et nos protéines pour que le virus ne peut pas se reproduire. Alors, ça ralentit la réplication du virus. Si tu, par exemple, prends le virus et tu le mets sur la table et tu mets du javel dessus,
Ça détruit le virus actuellement, ça détruit tous les aspects du virus. Mais on ne va pas t'injecter avec du Javel, ça ne marche pas, ça ne va pas marcher. Il y en a qui l'avaient proposé. Il y en a quelques-uns qui ont proposé, mais non, ça ne va pas marcher. Alors, la plupart du temps, soit on attaque, on essaye de bloquer les molécules importantes pour le virus pour se reproduire, ou, comme était discuté avant, on essaye de bloquer la réponse du corps au virus, tu vois, avec des médicaments comme dextromethasone, par exemple, qui essaie de réduire la réponse inflammatoire. Merci beaucoup, c'est très clair. Question suivante. Discussion très intéressante, merci. Qu'en est-il de l'efficacité des traitements, entre parenthèses plasma, antiviraux et immunothérapie, fermez la parenthèse, pour les séquelles à long terme, entre parenthèses neuro-cardiovasculaires par exemple, fermez la parenthèse. Y a-t-il déjà des données pour une option thérapeutique plus prometteuse qu'une autre? Romain, ça me semble être une question pour toi. Merci, oui. Alors, c'est une excellente question à laquelle malheureusement il n'y a pas encore beaucoup de réponses. Il n'y a pas encore beaucoup de réponses parce que les séquelles à long terme sont en train d'être identifiées, en train d'être caractérisées. Très clairement, elles sont là pour un certain nombre de patients. Il ne faut pas non plus noircir le tableau. Il y a probablement une majorité de patients qui n'en ont pas. Mais il y a un certain nombre de patients qui ont effectivement des séquelles à long terme. Donc pour l'instant, on commence à essayer d'évaluer quelles sont ces séquelles, quels sont les patients qui sont à risque. Là, on a un an de recul pour la partie initiale de l'épidémie, donc ça nous permet de commencer justement à analyser cela. Donc nous, on travaille sur une cohorte de patients, d'à peu près 5000 patients qui ont été identifiés pendant les 3 premiers mois de l'épidémie, sur lesquels on a des batteries de tests fonctionnels à 6 mois et à 1 an. Donc, on est en train d'essayer d'identifier ces séquelles à long terme et de voir de manière rétrospective en fonction des traitements qu'ils auraient reçus à l'époque. Donc, bien sûr, ce n'est pas exactement les traitements qu'ils recevraient maintenant, puisque les choses ont évolué. Mais en tout cas, certains d'entre eux ont reçu la dexaméthasone, par exemple, des stéroïdes, et de voir si ça permettrait d'avoir un impact sur le devenir à long terme. Donc, pas de réponse pour l'instant, mais c'est quelque chose qui est très largement étudié de manière active. Et comme vous le savez, il y a même un groupe COVID long qui a été créé à l'OMS pour s'intéresser particulièrement aux séquelles à long terme. Merci beaucoup. Mehdi, question pour toi. Savons-nous maintenant si lorsque l'on a été vacciné, on peut quand même transmettre le virus, et si oui, pendant combien de temps? Alors, c'est une très bonne question. Je pense qu'on ne connaît pas tout à fait la réponse à cette question. Il y avait des études entre le premier et deuxième vaccination où on a vu que les gens sont deux tiers moins probables de transmettre le virus s'ils ont un stage de vaccination. Mais ça, c'était une petite étude. Alors, il faudra faire des plus grandes études pour savoir. Normalement, quand tu es vacciné, tu ne transmets pas beaucoup de virus. C'est pensé que ce n'est pas vraiment quelque chose de normal. Mais on ne sait pas. Alors, je pense qu'il faut quand même rester vigilant et garder les masques et garder la distance sociale parce qu'il faut vraiment faire les études pour bien comprendre la réponse. Merci beaucoup. Une question pour toi, Lisiena. Quand on a été vacciné, que montre le test PCR qui est exigé, par exemple, pour voyager? Alors, comme il a dit Mehdi, on n'est pas sûr qu'en fait, quand on est vacciné, on est protégé. Mais alors, il y a 2 stades de virus quand il rentre dans le corps. Au début, il prolifère dans les voies aériennes supérieures, donc du coup dans le nez, un peu ici dans les voies aériennes supérieures et aussi dans les voies aériennes qui sont inférieures. Quand on est vacciné, on pense que en fait, peut-être le virus, ça prolifère encore dans les voies aériennes supérieures. Donc, du coup, il n'a pas eu le temps encore d'être détecté par le système immunitaire. Donc, on peut peut-être être porteur. Donc,
sans faire attention, transmettre le virus à quelqu'un d'autre qui n'est pas vacciné et comme ça, l'autre personne peut tomber malade. Donc, c'est pour ça que c'est très important de faire un test PCR et de comprendre qu'on n'a pas de charge virale dans notre nez et on ne peut pas transmettre le virus à quelqu'un d'autre qui n'est pas malade ou qui peut être potentiellement infecté à cause de nous. C'est pour ça que c'est très important. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. En fait, le virus peut proliférer au début et en fait, il va être vu par le système immunitaire et ces cellules vont mourir. C'est ce qui se passe avec tous les pathogènes. Tous les jours, en fait, on rencontre des pathogènes, mais on ne tombe pas tout le temps malade parce que le corps a le temps de les assimiler. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Merci beaucoup. Romain, je vais te passer une double question. Il y a deux questions qui se recoupent un petit peu. Y a-t-il eu des avancées en ICU, donc en réanimation, lors de la prise en charge des patients Covid qui pourront à l'avenir servir pour d'autres pathologies? Et Romain, tu peux peut-être grouper avec l'autre question qui est, peut-on dire qu'on sauve plus de patients graves aujourd'hui qu'il y a quelques mois? Alors, bien sûr, il y a des avancées et je pense surtout qu'il va y en avoir d'autres. C'est-à-dire que indéniablement, on observe une accélération exponentielle de l'investissement dans la recherche, notamment en réanimation actuellement, dont on peut avoir l'espoir qu'elle va nous permettre de gagner beaucoup de temps sur un certain nombre de sujets. Il se trouve que les traitements qu'on administre actuellement en réanimation et qu'on utilise en réanimation pour les patients Covid sont finalement des traitements assez standard, je dirais, et qu'on utilisait déjà dans des pathologies qui ressemblent, en tout cas dans des atteintes respiratoires qui ressemblent. Mais encore une fois, en revanche, ce qu'on observe en ce moment, c'est une accélération massive de l'investissement dans la recherche et surtout dans la recherche collaborative. Et ça, c'est un point qui est majeur, c'est-à-dire que c'est une occasion, malheureusement, c'est une occasion funeste, mais c'est une occasion qui a été saisie par les scientifiques et les réanimateurs du monde entier pour collaborer plus, pour échanger plus de données. Et donc, on peut espérer que ça aboutisse à des avancées notables dans les mois et les années qui viennent. Pour ce qui est du traitement des formes graves, alors oui, on observe très, très clairement, indéniablement, quel que soit le pays, une diminution de la mortalité entre la première phase mars, avril, mai, et la mortalité qu'on observe actuellement, diminution qui est parfois dramatique d'ailleurs, hein, dans certains endroits, on a divisé par 2 la mortalité. Alors, c'est pas forcément en ayant accès à des traitements très nouveaux, mais c'est en comprenant mieux la dynamique des traitements qu'on doit administrer chez ces patients-là et je dirais la temporalité, la façon dont ils réagissent. Donc ça, maintenant, on comprend beaucoup mieux et donc on fait les choses de manière beaucoup plus ciblée. Merci beaucoup, Romain. Question suivante. Existe-t-il aujourd'hui un échange collaboratif privilégié entre les laboratoires de la Baie et la France? Donc là, je vais proposer d'abord à Lizina d'apporter un premier élément de réponse, puis Mehdi, tu pourras rebondir sur la collaboration avec Pasteur. Oui, alors, en fait, c'est très intéressant parce qu'ici, dans la région de la Baie, il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup de francophones. Moi, personnellement, je ne suis pas française, je suis française de cœur. J'ai fait toutes mes études, j'ai débarqué à Paris à 18 ans, j'ai fait toutes mes études en France et j'ai été formée par le système français. Donc, du coup, j'ai ce lien avec la France. Moi, je sais parler le français scientifique aussi. Et donc, du coup, la première réflexe que j'ai eu, je travaillais sur les organoïdes des poumons, pour faire des organoïdes des poumons. J'ai mon ancien chef de thèse au téléphone régulièrement pour lui demander comment ça va et comment ça se passait en France sur le Covid. Il travaille à Marseille, c'est Jean-Pierre Gorvel, c'est un spécialiste des maladies infectieuses. Et lui, il était très intéressé par mon modèle. Donc, du coup, on a commencé une collaboration. Au début, c'était plus sur Zoom. On a en fait vu que le labo où je suis actuellement, c'est un labo connu, mais mon chef, c'est pas une célébrité. Donc, c'est pas quelqu'un qui a eu le prix Nobel. Et la même chose à Marseille, Jean-Pierre, c'est un des scientifiques les plus cités au monde sur la brucellose, mais je suis désolée de parler comme ça, mais en fait, les gens s'en foutent de la brucellose parce que ça fait que les animaux. Donc, on est arrivé à écrire un projet, ça a pris 3 mois, on a eu un financement NIH, c'est très bien. Maintenant, ce qu'on galère, c'est que trouver des financements pour qu'on donne de l'argent à la France pour faire les manips. Donc, en fait, si, ça existe.
mais on a un peu de difficulté. Jean-Baptiste est en train d'essayer de nous aider. Donc, si jamais il y a des potentiels, nous, on reçoit pas mal. Notre labo, ça fait une structure qui s'appelle Immunoex. On en reçoit des enfin, pas des financements, mais des donations. Donc, si vous voulez nous contacter spécifiquement ou passer par consulat pour faire des donations pour qu'on ait plus de sous pour monter cette collaboration, en fait, c'est un projet qui est très prometteur. À Marseille, ils sont très forts en maladies infectieuses. Donc, du coup, ils ont isolé toutes les souches de virus. Donc, du coup, on aimerait comprendre quelles souches, en fait, sont les plus virulentes et pourquoi ça infecte. Comme ça, on pourrait trouver des nouvelles cibles thérapeutiques. Et juste pour vous dire une curiosité qui est c'est très drôle, on a monté un projet à UCSF qui s'appelle COMET. En fait, COMET et aussi Rapid Path to COVID-19. Et en fait, ça fait partie on est plus Parnassus, mais il y a aussi Mélanie Haute qui travaille à QBI et à Gladstone. Et en fait, c'est très drôle parce qu'il y a 8 postdocs qui travaillent sur ce projet. Il y en a 6 qui ont été formés en France. Et en fait, je pense que là, si on veut vraiment monter une collaboration, c'est tout à fait possible. Il faut juste nous donner les moyens. Il faut aussi donner les moyens aux gens qui ne sont pas très connus dans le domaine et qui sont jeunes de faire quelque chose de rapide et vite. Et nous, on est là pour travailler. Voilà. Et après, Mehdi, il peut parler d'une collaboration qui a eu un peu plus de succès. Merci. Oui, donc on a commencé une collaboration avec l'Institut Pasteur, avec le lab de Marco Venuzzi. Et c'était donc nous, dans notre labo, on fait des essais protéomiques pour comprendre quelles sont les protéines qui sont importantes pour le virus. Et après, on a développé une manière informatique pour choisir les médicaments qui bloquent ces protéines spécifiquement. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé ces médicaments en France à l'Institut Pasteur pour tester ces médicaments contre le virus. Parce qu'en fait, ici, au début du pandémique, on n'avait pas le virus ici. Donc, il fallait qu'on travaille avec l'Institut Pasteur et aussi Mount Sinai. Et aussi, le consulat était très important pour nous parce qu'au début, c'était très difficile d'envoyer des médicaments en France, en fait, parce qu'il y avait beaucoup de régulations. Donc, on travaillait aussi avec le consulat pour améliorer, pour envoyer les médicaments rapidement en France, à l'Institut Pasteur. Donc, ça nous a beaucoup aidé de travailler avec eux et ça a beaucoup aidé à rapidement à faire des essais sur le virus. Merci beaucoup. D'autres questions? Donc, pour Lisiana, la semaine dernière, j'ai entendu le docteur Robert Sebag, infectiologue à la Pitié-Salpêtrière, insister sur le besoin d'un antiviral qui traite effectivement le SARS-CoV-2. Pour surmonter les possibilités d'échappement du virus avec les anticorps monoclonaux, il a suggéré des anticorps polyclonaux. Cette approche est-elle réaliste à court terme? Alors, moi, je suis une fan des anticorps monoclonaux et polyclonaux, mais après, il faut faire attention parce qu'en fait, c'est des molécules qui inhibent des processus inflammatoires. Donc, quand je dis inflammatoire, c'est qu'un processus inflammatoire, quand je faisais de la diffusion scientifique pour les lycéens ou les gens qui avaient 10 ans, je disais c'est une guerre. En fait, c'est une manifestation. Et d'un coup, quelqu'un jette quelque chose et donc du coup, les policiers viennent. Mais il faut les policiers viennent absolument. Donc, pour mettre en place un ordre. Et en fait, le système immunitaire, c'est pareil. Donc, ces anticorps monoclonaux, ils vont inhiber certaines molécules qui ne peuvent plus voir qu'est-ce qui va mal dans le corps. Donc, si on utilise, parfois ça marche très bien, il faut faire les tests. Donc, ces anticorps monoclonaux, ils ont montré que dans le cas de cancer, parfois on peut inhiber ces processus qui regardent ou parfois on peut les activer. Mais parfois, on peut juste suractiver le système immunitaire ou inhiber énormément le système immunitaire et ça ne marche pas. Donc, je ne peux pas dire... En fait, l'idée, ça a l'air génial, mais il faudra tester et voir qu'est-ce que ça donne en clinique. Ok, merci beaucoup. La session touche à sa fin.
Est-ce que, Frédéric, tu veux conclure? Merci beaucoup. Je crois que ça a montré que d'abord, on avait une vraie expertise française et francophone dans la circonscription. Donc, je crois que c'était un débat extrêmement intéressant pour nous tous et pour les spectateurs, que de se pencher un petit peu sur l'autre sujet, c'est-à-dire pas seulement celui du vaccin, mais aussi celui des médicaments. Et je crois que malheureusement, ça nous montre aussi la complexité du sujet et le fait qu'il n'y a pas nécessairement une panacée, que les solutions sont multiples et qu'il va falloir beaucoup d'outils pour parvenir à bout de ce virus. Donc, je voudrais vraiment très sincèrement remercier nos quatre panélistes pour leur participation. C'était très précieux. On était ravis de vous avoir. Et remercier bien sûr aussi ceux qui ont permis l'organisation de cette session. Donc, Héloïse Pajot, qui est avec nous, et Jean-Baptiste, donc les deux représentants du service scientifique de l'ambassade ici au consulat de France à San Francisco. Merci infiniment à tous et à très bientôt.